Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est organisé en partenariat avec le Salon de l'intelligence artificielle, qui a pour thématique intelligence artificielle, état des lieux et cas concrets, et qui sera donc animé par David Lemani, que je laisserai se présenter au début de sa présentation. Donc, juste quelques petites règles de fonctionnement. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir couper vos caméras ainsi que vos micros, que ce soit plus simple et au niveau de la bande passante. Et puis, vous avez l'occasion de poser vos questions via le chat pendant la conférence, ou bien vous pouvez attendre la fin de la présentation. Il y a un temps de questions-réponses qui vous permettra de prendre la parole directement. Alors, comme je vous le disais, ce webinaire est organisé en partenariat avec le Salon d'intelligence artificielle, mais il est avant tout organisé par la SEM Numérica, donc Pôle numérique de Bourgogne-Franche-Comté, qui a trois missions principales. Donc, le développement des usages du numérique, la sensibilisation aux enjeux et aux opportunités offertes toujours par le numérique, et puis faire émerger des projets collaboratifs et innovants, donc avec trois services marchands que sont Numérica Immobilier, Numérica Data et Numérica Formation. Et puis de programmes d'intérêt général, donc le programme Industrie du futur et le programme Go Innovation numérique. Donc c'est dans le cadre de ce dernier que vous assistez au webinaire d'aujourd'hui, qui a pour but de vulgariser des thématiques en lien avec le numérique pour qu'elles soient accessibles au grand public. Donc je donne tout de suite la parole à David. David, vous avez la main. Ça marche, merci. Alors, je partage mon écran. Ce que je fais, voilà. Bonjour tout le monde. Je suis donc David Lemani. Je suis maître de conférence à l'Institut FEMTO-ST, à l'Université de Franche-Comté, plus particulièrement à l'IUT de Belfort, et je suis membre du département informatique des systèmes complexes. Ma thématique de recherche actuelle, c'est l'intelligence artificielle, le deep learning, et moi, je suis plus spécialisé sur le traitement du langage, donc sur le traitement des textes. On va revenir, montrer des exemples sur ces sujets. Mon intervention aujourd'hui, c'est une intervention de vulgarisation. C'est une présentation de l'intelligence artificielle. Je vais pas rentrer dans le détail des modèles, je ne vais pas rentrer dans telle ou telle spécialité de l'intelligence artificielle. Je vais essayer de faire un panorama de ce qui s'est fait et de ce qui se fait actuellement en intelligence artificielle. Donc, si vous avez déjà des connaissances artificielles, vous n'allez pas forcément apprendre grand-chose, surtout sur la première partie. Alors, la deuxième partie peut-être, puisque là, je parlerai de ce qu'on fait au sein de l'Institut FEMTO-ST, donc ce qu'on fait en recherche en intelligence artificielle à l'Institut FEMTO-ST à l'Université de Franche-Comté. Voilà. Le plan de ma présentation est le suivant. Donc, on verra d'abord un historique et des concepts clés sous-jacents à cette thématique d'intelligence artificielle. Encore une fois, je vais pas rentrer dans les modèles mathématiques sous-jacents. On va rester sur de l'applicatif la plupart du temps. On verra aussi pourquoi actuellement l'intelligence artificielle est dans ce qu'on appelle un âge d'or de l'intelligence artificielle, donc les raisons du succès actuel de l'intelligence artificielle depuis une dizaine d'années environ. On verra quelques domaines d'application avec des exemples concrets. On verra ce qu'on fait donc au sein de FEMTO-ST. On terminera par assez rapidement les étapes essentielles pour mener à bien un projet d'IA, comment le mettre en place, comment le conduire. Et puis, on terminera en guise de conclusion sur différents problèmes éthiques et environnementaux qui peuvent se poser avec l'intelligence artificielle de nos jours. Alors, donner une définition de l'IA, mais en fait, je ne veux pas le faire parce que personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord sur la définition de l'intelligence, personne n'est d'accord sur la définition de l'artificiel. Enfin bon, voilà, c'est des débats. Je vais plutôt voir qu'est-ce que c'est que l'IA dans notre vie de tous les jours, puisque maintenant elle s'est répandue, entre guillemets, un petit peu partout. Donc, lorsque vous tapez un texte sur votre smartphone et qu'il vous propose un mot pour terminer une phrase, voilà, c'est une application d'intelligence artificielle derrière qui est exécutée. Le filtre anti-spam dans votre client, dans votre logiciel de mail, c'est une application d'intelligence artificielle. Lorsque vous faites tout simplement une recherche Google, vous avez beaucoup d'intelligence artificielle qui est mise en œuvre de la même façon.
lorsque vous interrogez un assistant, que ce soit Alexa, Siri ou OK Google, voilà, on a de l'intelligence artificielle derrière qui est exécutée. Maintenant, donner une définition précise, voilà, il y a trop de débats là-dessus pour que je m'y risque. Alors, un historique relativement rapide. L'intelligence artificielle a toujours connu des périodes d'âge d'or et des périodes plus calmes qu'on a appelées les hivers de l'IA. Donc, il y en a eu. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Voilà, donc l'intelligence artificielle on va dire, a commencé il y a une cinquantaine d'années, hein, avec l'apparition des premiers ordinateurs. On a eu des âges d'or, on a eu des hivers. Actuellement, depuis 2010 environ, hein, nous sommes dans un âge d'or assez important dans le sens où, mais en fait, il touche monsieur et madame tout le monde, ce qui n'était pas forcément le cas des premiers âges d'or de l'intelligence artificielle. Ils ont permis de poser certaines bases et certains concepts, mais il est clair que depuis 2010, voilà, ça touche un petit peu tout le monde. Et on va voir pourquoi depuis 2010, l'intelligence artificielle est sortie d'un hiver précédent. Si on doit sortir deux avancées majeures, alors il y en a une troisième que je n'ai pas mis sur mon slide ici, hein, c'est l'invention entre guillemets du réseau du neurone artificiel qui date de 1956, puisque c'est la base de tout ce qu'on utilise actuellement. Mais deux avancées majeures, alors une dans le domaine du traitement des images, elle a eu lieu en 1990 par un Français qui s'appelle Yann Lequin, qui est actuellement le chef de l'IA chez Facebook. C'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutionnés. On y reviendra, on va voir comment on utilise beaucoup ces réseaux. Je vous ai mis une petite figure, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces réseaux. Mais voilà, c'était en 1990 et finalement, ça n'a été utilisé qu'à grande échelle que 20 ans plus tard. Et une autre avancée qui est plus récente, c'est dans le domaine des textes, c'est en 2017 avec ce qu'on appelle les modèles transformers qui ont été inventés par une équipe de chez Google. Alors là, c'est vraiment comme les réseaux de convolution, hein, c'est vraiment une avancée importante. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'utiliser actuellement des traducteurs automatiques, Google Translate ou deepl.com sur Internet que vous pouvez utiliser gratuitement. Vous verrez que maintenant, la traduction, vous faites une traduction de phrases ou même de paragraphes du français à l'anglais, vous verrez que les résultats sont assez bluffants et on a quelque chose de vraiment utilisable. Il y a 5-6 ans, ce n'était pas du tout le cas. Maintenant, on a vraiment quelque chose d'assez important et cela est dû à l'apparition des modèles transformers. On y reviendra aussi sur ces modèles qui prennent de plus en plus d'importance, pas seulement dans le texte, mais également dans les images. Alors, les concepts clés. On va essayer de poser quand même deux, trois petites choses pour bien comprendre pourquoi actuellement l'IA est en plein boom. Voilà, ces termes, machine learning, deep learning, intelligence artificielle, comment tout ça s'articule. Alors, on va commencer par le machine learning, donc, qui est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. On va tout de suite voir un exemple concret pour voir comment ça fonctionne. L'idée étant ici, on va pas programmer explicitement, comme on peut le faire en temps normal, un ordinateur, parce que c'est compliqué pour les problèmes auxquels on s'attaque, mais on va lui faire apprendre des choses par lui-même. Ça paraît un petit peu magique, mais bon, il n'y a rien de magique là-dedans, on va le voir. Voilà, on va prendre un exemple qui maintenant est bien connu, qui est utilisé un petit peu partout. Imaginons que vous avez un site de commerce en ligne, que vous vendez vos produits et que vous avez des critiques sur les produits et que vous voudriez savoir comment sont ces critiques, bonnes critiques, mauvaises critiques. Donc l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle la classification de texte. C'est très connu, on appelle ça en anglais du sentiment classification. C'est très utilisé par les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres, qui cherchent à savoir si les posts sont plutôt bienveillants ou malveillants afin de éventuellement censurer le post s'il y a un appel à la violence ou je ne sais quoi. Donc, c'est quelque chose d'assez connu, qui marche bien. Voilà, sentiment classification. Alors, comment tout ça fonctionne? On suppose une phrase, super article, je l'utilise tous les jours. Si je programme classiquement mon ordinateur, il faudrait que je dise, bon, alors, dans la phrase, il y a super. Donc, s'il y a super dans la phrase, ça doit vouloir dire que la critique est bonne. Mais ce n'est pas forcément le cas. Vous avez des gens qui vont utiliser super de façon ironique. Super, l'article ne marche plus au bout de 2 jours. Donc,
voilà, on se rend compte qu'essayer d'énumérer tous les cas possibles en fonction de tous les mots, et puis on peut arriver à des choses éventuellement en français, même si on sera très très loin. Si en plus il faut généraliser ça à d'autres langues, ça devient complètement impossible. Voilà, d'essayer d'extraire tous les cas possibles sur des phrases dans un langage de. Donc l'idée, c'est de dire, on va essayer que l'ordinateur apprenne ça tout seul. Alors comment on va faire? En fait, on va donner deux choses. On va avoir en orange là ce qu'on appelle notre algorithme d'apprentissage. Alors là, il est supervisé. Pour l'instant, on oublie le mot supervisé. Vous allez voir, c'est pas difficile à comprendre. On y reviendra par la suite. Donc, notre algorithme d'apprentissage, on va commencer par lui donner notre fameuse phrase. Super article, je l'utilise tous les jours. On lui donne ça en entrée. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Au hasard. Tout au début, il va faire purement du hasard. Il va dire, je prédis que cette phrase-là, c'est une mauvaise critique. Hein. On va supposer que 0, l'ordinateur ne raisonnant que par des chiffres, il va nous retourner 0 pour une mauvaise critique et 1 pour une bonne critique. Donc, au hasard, il va, admettons, retourner une prédiction à 0. Or, on a été un petit peu plus malin, on lui a donné non seulement la phrase, mais on a fait un travail précédemment qui a consisté à ce qu'on appelle labelliser les phrases, c'est-à-dire dire, super article, je l'utilise tous les jours, c'est une critique positive, c'est une bonne critique. Donc, l'ordinateur, l'algorithme en sortie, il a donc sa prédiction qui est 0, mais il a également la réalité qui est 1. Et là, il se rend compte qu'il s'est trompé, donc il va mettre à jour son modèle. Okay, il se met à jour. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre à jour? En fait, ce fameux algorithme d'apprentissage, c'est plein de paramètres, plein de chiffres, plein de nombres. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, qui va, par une méthode particulière, mettre à jour au fur et à mesure. Donc voilà, il est, après cette première phrase, à peine plus intelligent, entre guillemets, que de l'aléatoire. Donc on lui donne ensuite une autre phrase, nul, je ne recommande pas. Cette fois-ci, vous voyez qu'en vert, on avait labellisé cette phrase en disant que c'était une mauvaise critique, et lui, il va prédire, admettons qu'il prédise 0. Encore une fois, là, il y a une grande chance qu'il fasse quasiment du hasard. Il est à peine un peu plus intelligent que tout à l'heure, il a un peu plus de données que tout à l'heure, mais pas grand-chose. Et là, il se rend compte qu'il a juste. Et bien, de la même façon, il met à jour son modèle en disant, tiens, sur cette phrase, j'ai juste. Et l'idée, eh bien, c'est de lui donner un grand nombre de phrases, parce que voilà, 5-6 phrases, ça ne suffira pas. Il faudra des milliers de phrases pour que l'algorithme puisse apprendre de façon correcte. Et donc, on lui donne à gauche nos phrases, ce qu'on appelle les données, c'est l'ensemble, le dataset, l'ensemble des données. Chaque phrase est labellisée, ça c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on est dans le supervisé, c'est-à-dire qu'on lui donne la phrase, mais on l'aide pour qu'il apprenne. Forcément, on l'aide dans son apprentissage. C'est un apprentissage supervisé. On a des algorithmes d'apprentissage non supervisés qui sont bien plus complexes. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, à gauche, on a notre dataset, notre ensemble de données labellisées. En orange, on a notre algorithme qui va apprendre. Donc, encore une fois, on va lui donner toutes ces phrases les unes après les autres, et puis il va se mettre à jour petit à petit. Et au bout d'un moment, on va supposer qu'il aura appris et qu'il sera correct, qu'on va pouvoir l'utiliser, qu'on va pouvoir le vendre, qu'on va pouvoir le mettre dans une application, qu'on va pouvoir l'utiliser dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui nous donne notre modèle, le carré vert. Donc notre modèle, c'est notre algo qui a appris, notre algorithme qui a appris, et qu'on peut donc maintenant utiliser sur des phrases qu'il n'a jamais vues auparavant. Donc ce produit est très intéressant, blablabla. Il va nous faire une prédiction qui est à 1. Alors clairement, sur la classification de texte qu'on vient de voir, on a des résultats, les algorithmes actuels, ils sont vraiment très très bons. Ils sont de l'ordre sur ce genre de problème, de l'ordre de ce que l'humain est capable de faire. Donc voilà l'idée du machine learning. On fait de l'apprentissage, on fait apprendre notre ordinateur tout seul. Alors maintenant, le deep learning, qu'est-ce que c'est que le deep learning? Eh bien, c'est encore un sous-ensemble du machine learning dans lequel on va utiliser pour notre algorithme d'apprentissage des réseaux de neurones. Donc, vous voyez le deep learning là sur ma figure, c'est donc un sous-ensemble du machine learning qui est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameux réseaux de neurones? Je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le neurone artificiel a été introduit en 1957. Il essaie de s'inspirer du neurone biologique. Là encore, il y a débat sur est-ce que c'est vraiment ressemblant, même très loin, à un neurone biologique. Mais enfin bon, toujours est-il que l'idée au départ, c'était ça. Donc on a un neurone artificiel et comme son nom l'indique, on va mettre ces neurones dans un réseau. Donc on va les connecter entre eux. Vous voyez dans la figure en bas à droite,
Les petits cercles bleus, ce sont nos neurones. Donc, qu'est-ce que c'est que ces neurones? Ce sont ces fameux chiffres dont je vous parlais tout à l'heure, ces fameux poids que le modèle va mettre à jour au fur et à mesure. Donc, c'est ni plus ni moins que des nombres stockés en mémoire. Et donc, en vert, on a l'entrée du réseau. L'entrée, ça peut être une image, ça peut être du texte. Ensuite, on a notre réseau de neurones en bleu. Et ensuite, on a la sortie. Donc là, dans notre exemple tout à l'heure, il sortait soit un 0, soit un 1 pour savoir si la critique était bonne ou mauvaise. Et donc, tout se passe au niveau de ces couches en bleu. Vous voyez, là, on a 2 couches, on a 2 colonnes de neurones. Tout se passe à ce niveau-là, et on sait que plus votre réseau est de taille importante, plus il a de couches, plus il a de neurones, meilleur il va être. Ça va nous poser des problèmes, en particulier des problèmes de temps de calcul, parce qu'il y a pas mal de calculs à faire dans tout ce qu'on fait, pas mal de calculs mathématiques qui peuvent prendre vraiment du temps, quelques heures à des semaines de calcul, voire des mois de calcul sur des machines assez puissantes. Mais je vais y revenir. Alors, sur cette problématique des réseaux de neurones, encore une fois, ça a été introduit en 1900, fin des années 50, début des années 60, donc c'est ancien. Et ça a progressé tout doucement, tout doucement. Là, je vous donne un exemple, c'est le challenge ImageNet. C'est un challenge public. Hein. ImageNet, c'est quoi? C'est une base de données de plus d'1 million d'images qui sont réparties en 1000 catégories, donc des images de bananes, de bouteilles, de tasses, de plein de choses. Et le challenge, c'est d'appliquer un algorithme d'intelligence artificielle qui va être capable de dire, ben voilà, ça c'est une image de bouteille, ça c'est une image de tasse, automatiquement. Donc c'est un challenge assez ancien. Vous voyez à gauche la première figure avec les histogrammes, c'est le pourcentage d'erreurs des meilleurs algorithmes connus donc, sur ce challenge. Donc en 2010, vous voyez, on était à 28% d'erreurs, donc c'était quand même assez important, sachant que si on prend un humain et qu'on essaie de lui faire travailler sur ImageNet, il va se tromper 5% des cas. Parce que des fois, les images sont un peu floues, elles sont dans un sens un peu bizarre. Donc l'humain se trompe. Même l'humain se trompe. Mais voilà, là, on était encore loin de l'humain en 2010. 2011, on progresse un petit peu. Puis boum, 2012, là, il y a une vraie progression qui ne fait que s'accélérer pour arriver à 2015 à un taux d'erreur inférieur au taux d'erreur de l'humain. Alors, qu'est-ce qui explique toute cette soudaine accélération des performances? À droite, vous avez la taille des réseaux de neurones qui ont été utilisés. Et vous voyez, 2010-2011, c'est plus exactement le nombre de couches, hein, donc le nombre de colonnes hein, sur notre réseau ici. Bon, 2010-2011, on était capable de faire tourner des réseaux à 1 ou 2 couches maximum. 2012, on va monter à et c'est un premier pas très, très important ici avec le réseau qui s'appelle AlexNet, qui devait avoir, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est une dizaine de couches. Et puis, jusqu'à ce qu'on arrive, alors maintenant, on a encore bien plus que ça, hein, mais on s'est arrêté en 2015 pour vous montrer voilà, qu'en 2015, on est à plus de 150 couches, donc on a des réseaux très, 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 très gros, avec donc beaucoup, beaucoup de calculs à faire. Donc, voilà, on sait que plus notre réseau va être important, meilleurs vont être les résultats qu'on va obtenir. Alors, maintenant, pourquoi et comment on en est arrivé à cette augmentation assez soudaine, entre guillemets, des performances de nos algorithmes de réseau de neurones? Parce qu'effectivement, les techniques, hein, je vous l'ai dit, les techniques sont anciennes, 1957, 1990, et tout commence à décoller début des années 2010, avec en particulier le réseau AlexNet en 2012. Donc pourquoi, à partir de ce moment-là, alors que des techniques sont connues, pourquoi ça décolle? Un modèle efficace, je vous le disais, c'est donc un grand nombre de neurones, un grand nombre de couches, et également beaucoup de données pour l'entraînement. C'est 2 points fondamentaux qui font qu'à un moment donné, enfin, avant 2010, on va dire, pour simplifier, ces deux critères n'étaient pas réunis. Et puis, vers 2010, on a eu tout un ensemble de conjonctions de vents favorables technologiques qui ont permis d'avoir une puissance de calcul importante qui va permettre de traiter un grand nombre de neurones, et puis beaucoup de données tout d'un coup disponibles. Donc, on va avoir tout d'un coup de la puissance de calcul et des datas disponibles. Alors, pourquoi on a eu tout ça? Alors, pour la puissance de calcul, aux alentours des années on va dire mi-2000, mi-2010,
on s'est rendu compte que les cartes graphiques, alors les cartes graphiques, vous en utilisez tous les jours, hein. Il y en a dans votre ordinateur, il y en a dans votre téléphone. Donc, c'est quoi? Ce sont des puces spécialisées, comme leur nom l'indique, sur l'affichage à l'écran. Et on s'est rendu compte que ces cartes graphiques, elles convenaient très, très bien au calcul demandé par les réseaux de neurones. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il se trouve que ce type de puce permettait des gains très, très importants de temps de calcul si on les utilisait non pas pour afficher des choses à l'écran, mais si on les utilisait pour faire des calculs sur les réseaux de neurones. NVIDIA, qui est un fabricant de cartes graphiques, a en plus mis à disposition toute une suite logicielle permettant de les programmer relativement facilement. Donc ça, c'est la première chose. On s'est retrouvé avec des cartes graphiques relativement bon marché, à 1000, 2000 euros, qui permettaient d'accélérer grandement les calculs. En plus, on pouvait les faire travailler en parallèle, on pouvait en mettre plusieurs en parallèle. Et donc, on accélérait considérablement les calculs. Donc ça, c'est une première chose, une puissance de calcul abordable. Et ensuite, l'autre point, c'est les données, c'est les data, la disponibilité des data. Et bien, il se trouve que voilà, le mobile est arrivé, la généralisation d'Internet également. Donc le mobile, hein, pour les smartphones, l'iPhone apparaît en 2007, et à partir de là, ben, Android suit, et derrière, et ben, vous avez de plus en plus de personnes qui génèrent des textes, qui génèrent des photos, qui font des photos, qui partagent ça sur les réseaux sociaux. Donc on se retrouve avec une masse d'un coup très importante de textes, de photos qui sont stockés dans le cloud. Donc le cloud est aussi un facteur important de l'amélioration de l'intelligence artificielle, puisqu'il permet d'avoir des données relativement facilement récupérables. Et puis, une fois qu'on a tout ça, il nous manque encore un petit truc important, c'est les investissements. Et il se trouve que les GAFA ont vite compris l'importance entre autres, hein, il n'y a pas eu que les GAFA bien sûr, mais ils ont vite compris l'importance de l'intelligence artificielle, en particulier un parmi eux, Google, tout au début. Google, son business model, c'est des données. Ils ont une masse de données sidérante à traiter. Ils se sont vite rendus compte que l'intelligence artificielle allait énormément les aider à traiter leurs données. Donc, ils ont mis beaucoup de moyens. Les autres GAFA ont suivi. Enfin, le secteur industriel, entre guillemets, a suivi. Et donc, beaucoup d'investissements qui ont permis de recruter les meilleurs ingénieurs, et ça a permis le développement de nouveaux algorithmes, une grande communauté très, très active. Voilà. Tout ça a fait que l'intelligence artificielle est actuellement dans un vrai boom et dans un âge d'or, encore une fois, qui touche un petit peu tout le monde. Donc, si je résume, hein, pour que nos algorithmes soient efficaces, encore une fois, il faut de la puissance de calcul et des data. La puissance de calcul, on l'a eu avec les GPU, avec le cloud, avec les investissements. Et la data, on l'a eu grâce au mobile, au cloud et également aux investissements. Donc, tout était réuni voilà, aux alentours du début des années 2010 pour que ce domaine explose. Je vous donne ici quelques noms de réseaux qui ont marqué, entre guillemets, l'histoire de l'IA, l'histoire récente. Donc, ce sont tous des réseaux à base de réseaux de neurones, hein, justement. Donc, en image, on a eu ResNet, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, sur la figure, donc, qui a été introduit par Microsoft en 2015. Actuellement, on a des réseaux très efficaces, s'appellent EfficientNet. Ils sont tous basés sur les réseaux de convolution, hein, et c'est Google. En texte, on a eu les réseaux de neurones récurrents, les LSTM en particulier, et puis depuis 2017, encore une fois Google avec les transformers. On a aussi des réseaux, on va y venir tout à l'heure, qui permettent de générer des choses. On va voir, générer des visages, générer des textes, générer des chansons, ce qu'on appelle les réseaux antagonistes génératifs, les GAN, etc. etc. C'est les trois. Je ne veux pas dire que chaque jour, il y a un nouveau réseau, mais la communauté est vraiment, vraiment très, 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 très active, et les avancées sont très, 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 très fréquentes. Voilà, là, je résume, hein, les trois principaux réseaux, mais il y en a clairement d'autres, hein. Je ne vais pas tous les donner. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de la taille de ces réseaux, vous voyez, si je prends toujours ImageNet, ResNet 50, il avait 23 millions de paramètres, donc il a été aux alentours de 2014 le réseau en tête du challenge, avec 23 millions de paramètres. Et là, les transformers qu'on utilise actuellement, c'est plus d'1 milliard, quasiment 2 milliards de paramètres, et puis on va encore bien plus haut avec 145 milliards de paramètres.
Donc 145 milliards de paramètres, ça veut dire que ce modèle, déjà, il va falloir être capable de le stocker sur une machine, donc en mémoire vive. Donc ça représente beaucoup, 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 beaucoup de mémoire. Et puis en temps de calcul, c'est juste beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de calcul. Donc ce genre de choses, on ne les fait pas forcément tourner sur nos machines de tous les jours. C'est là qu'on va les faire tourner dans le cloud. Alors, quelques domaines d'application maintenant. Encore une fois, je ne veux pas tout détailler, bien sûr, dans l'industrie, la détection d'anomalies, des prévisions diverses et variées, la conduite autonome dans le milieu automobile. Alors, un petit bémol quand même sur la conduite autonome. On a pas mal des acteurs de la conduite autonome qui sont en train de mettre de lancer 2-3 avertissements en disant attention, on va se calmer, on en est encore relativement loin d'avoir une conduite 100% autonome. On y a cru il y a quelques années et puis ça stagne un petit peu parce que c'est vraiment un problème très 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 compliqué. Mais bon, il y a quand même beaucoup de recherches sur ce domaine, mais voilà, on n'a pas encore demain une voiture 100% autonome qui sera capable de prendre le rond-point Place de l'Étoile, par exemple, ou ce genre de choses. Ça reste difficile. Sur les autoroutes californiennes bien larges, avec du soleil, ce genre de choses, ça marche bien. Sur des environnements plus difficiles, on en est encore loin. La santé, bien sûr, avec beaucoup de choses en santé, même si ça tarde aussi un petit peu à se concrétiser, à avoir une utilisation réelle, je vais y revenir. La finance, là c'est déjà utilisé, la traduction automatique, je vous en ai déjà parlé. Enfin, beaucoup de domaines, ça touche, maintenant c'est complètement transversal et ça touche beaucoup de choses. Les catégories de problèmes, donc voilà, je vous ai parlé de l'apprentissage supervisé, c'est le plus simple à comprendre. L'apprentissage non supervisé, ça existe. Lorsque, en 2016, AlphaGo a battu un des meilleurs joueurs du monde au jeu de Go, c'était de l'apprentissage non supervisé. Alors c'est complexe, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails, mais il y a des algorithmes d'apprentissage non supervisé qui existent et qui tournent et qui fonctionnent bien. Les classes de problèmes, voilà, on classifie, on fait de la prédiction, on fait de la génération, voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, la classification, par exemple, vous voyez ici, on a une photo et puis on essaie de savoir qu'est-ce qui est représenté dans cette photo. Donc ça, c'est des choses qu'on arrive bien à faire maintenant. Voilà, on est capable de dire que voilà, sur cette photo, l'algorithme a été capable. Alors, vous voyez le petit chiffre qui apparaît après par exemple, personne, c'est la confiance qu'a l'algorithme dans ce qu'il raconte. Donc, par exemple, personne à 0,998, il est sûr à 99% que c'est une personne. Des fois, il est un peu moins sûr. Là, pour le book, il est sûr à 0,83, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui marchent bien actuellement. On est capable aussi de dire, par exemple qui est donné ici, c'est la détection de problèmes sur des images rétiniennes. Voilà. OK, à gauche, il n'y a pas de problème. À droite, il y a visiblement des hémorragies. Donc ça, c'est des choses aussi que les algos d'intelligence artificielle savent bien faire. Pour la médecine, ça pose d'autres soucis dans le sens où clairement, on va pas, les algos actuels ne sont pas là pour remplacer les médecins. Il faut les voir comme une aide aux médecins. Alors, j'ai plus le chiffre exact, il faudrait que je le retrouve, mais un radiologue doit voir je ne sais plus combien de centaines d'images par jour. Et on peut supposer que s'il avait une petite partie d'automatisation pour lui faciliter le travail, il serait plus efficace sur des images plus compliquées à traiter. Voilà. Mais c'est clairement pas, on ne va pas remplacer les médecins pour l'instant, c'est de l'aide au diagnostic. La segmentation d'image, donc ça c'est très utilisé dans la voiture autonome. Donc c'est non seulement reconnaître les objets, mais en plus les isoler au sein de l'image pour ensuite les traiter. Voilà. Donc ça c'est typiquement la conduite autonome. Chez Tesla, ils utilisent ça beaucoup, chez les autres aussi. Mais ça on sait aussi bien faire.
Alors, ça peut avoir des... L'autre jour, je regardais une vidéo d'une Tesla qui, justement, était un petit peu perdue parce que, donc, elle, par exemple, pour détecter des feux rouges, elle sait détecter des feux rouges, voilà, en faisant de la segmentation, elle sait détecter des feux rouges ou verts, d'ailleurs, elle sait détecter des feux. Et là, il y avait une vidéo d'une Tesla qui était un petit peu perdue parce qu'elle suivait un camion et ce camion transportait justement des feux de signalisation. Donc, elle, pour elle, elle avait reconnu des feux dans le camion. Et donc, elle voulait s'arrêter, alors qu'en fait, non, elle avait juste à suivre le camion qui, lui, transportait des feux. Oui, en conduite autonome, il y a tellement de cas possibles un petit peu tordus que ça reste vraiment très compliqué. Voilà, ici, on a des expériences assez impressionnantes, hein, capables de, avec une photo d'une rétine, on est capable de dire, l'algorithme est capable de dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, alors que le praticien, lui, sera incapable de le dire dans la plupart des cas. Détecter plein de choses à partir juste d'un ECG. C'est des choses qui existent, c'est des choses qui fonctionnent. Là, ici, détecter des polypes quasiment invisibles à l'œil nu, pardon, les algos sont capables, eux, de le faire. Voilà. Sauf qu'ils ne sont pas capables à 100%. Donc, derrière se posent quand même des questions. Alors, les algos génératifs, donc voilà, ces personnes n'existent pas. Ce sont des fausses photos. Donc, on est dans le cadre des deepfakes. On est capable de générer des photos qui sont très, très, très réalistes. On est capable de générer des vidéos, on est capable de générer des textes. Même si sur les textes, on peut voir que c'est encore un ordinateur ou une IA qui l'a généré, même si la tendance et que la différence s'estompe. Voilà, donc ça pose d'autres soucis, hein, clairement. Alors sur les textes, sur le traitement automatique du langage, hein, par exemple, là vous avez un texte qui décrit Ouessant, l'île de Ouessant, et maintenant on est capable, sur ce texte-là, on est capable de poser la question à l'IA, quel est le surnom de l'île d'Ouessant? Eh bien voilà, il va nous répondre que la réponse, elle se situe, vous voyez, entre le caractère 931 et le caractère 945, que ça s'appelle l'île aux femmes, mais il n'est pas trop sûr de lui. Hein, mais il a la bonne réponse, mais il n'est pas trop sûr de lui, il met un score à 0,57, donc il dit qu'il a 60% de chance d'avoir juste, mais... Alors, l'intérêt de tout ça, c'est que on arrive à des choses quand même assez simples, puisque ça, c'est instantané sur un portable classique, et c'est juste 4 lignes de code. Donc, c'est extrêmement... Alors, c'est 4 lignes de code que moi j'ai écrit, mais derrière, il y a eu j'utilise beaucoup de lignes de code qui ont été écrites par d'autres. Mais quand même, si je veux faire ça, ça me prend rien du tout. Voilà, c'est pour le traitement automatique des langues actuellement, il est en plein boom, je vous le disais, depuis 2017 et les modèles transformers de chez Google. Alors, qu'est-ce qu'on fait au sein de Femto, hein, la recherche en intelligence artificielle au sein de Femto ST? On a plusieurs projets, certains en e-santé, d'autres en plus orientés industrie. Là, on a un projet avec le CHU de Bourgogne sur regarder et surtout quantifier la partie qui a été lésée lors d'un infarctus. Donc ici, c'est de la segmentation, c'est-à-dire que l'algorithme doit être capable de voir qu'est-ce qui a été lésé et puis ensuite de la dessiner, hein, de montrer que voilà, ça se passe là. Là, actuellement, on a des résultats qui sont du niveau de l'humain, c'est-à-dire que les tests qui ont été faits, c'est on fait travailler l'algorithme, puis ensuite, sur la même image, on la donne à deux médecins, et on regarde ce que ça donne, sachant que deux médecins ne vont pas forcément avoir la même interprétation de l'image, justement. Et dans la plupart des cas, on a une intelligence artificielle qui se situe à la moyenne des deux médecins. Autre projet, cette fois-ci, c'est un projet qui consiste à détecter des attaques sur les signaux renvoyés par les avions. Donc on se doute que c'est un petit peu important parce que ces signaux ne sont pas cryptés. Quasiment n'importe qui, entre guillemets, peut envoyer des attaques sur ces signaux, par exemple dire que l'avion n'est pas à telle altitude mais à telle autre altitude. Donc c'est un projet cette fois-ci, donc oui, on n'est pas sur des images, là, on est juste sur des données. Et l'idée, c'est de détecter quand est-ce qu'il y a des attaques.
comment tout ça fonctionne. Donc là, c'est pareil, on a des résultats plus qu'encourageants, puisque on est capable de détecter des infimes variations d'altitude de l'avion, des variations suspectes d'altitude de l'avion. Voilà. Ça, c'est sur des. Donc, c'est pas sur des images ni du texte, ce sont sur ce qu'on appelle des séries temporelles. Enfin, oui, des séries temporelles. Débruiter des images, vous avez une image bruitée à gauche. Comment eh bien, arriver à l'image débruitée par un algorithme de... Alors, il y a des techniques qui existent déjà qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle. Là, on a mis l'intelligence artificielle, donc vous avez l'image débruitée au milieu, puis l'image d'origine à droite. Et vous voyez que voilà, les choses ne sont pas si mauvaises que ça. Sachant qu'on part vraiment de l'image de gauche, donc qui est très, 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 très bruitée. On travaille également sur un projet avec Forestia sur deux problématiques. Détecter, la première, c'est la détection sur des portières, savoir si les pièces, alors certaines pièces, des 4 pièces des portières sont déjà présentes au moment du montage et si elles sont bien placées. Voilà. Donc là, on a des bons résultats. C'est de la classification. C'est un problème, on va dire, assez classique, mais ça fonctionne bien. On arrive à dire, bah non, attention, là, il est peut-être mal placé, donc il faudrait revoir, en fonction des normes de qualité et autres. Par contre, on a un autre, toujours avec Forestia, un problème de qualité de soudure. Donc, pareil, détecter à partir d'une image si la soudure est correcte ou si elle est faite avec défaut. Et là, pour l'instant, les résultats sont moins bons pour la bonne raison qu'on n'a pas beaucoup de données. Alors, on a beaucoup de données, beaucoup d'images de soudure, ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas beaucoup d'images de soudure incorrectes, de soudure avec défaut. Donc, notre algorithme, il n'est pas trop capable pour l'instant d'apprendre que telle image, elle a un défaut parce qu'on ne lui donne pas suffisamment de soudure avec défaut. Il se trouve que voilà, Forestia, pour l'instant, visiblement, ils sortent des soudures plutôt correctes dans la grande majorité des cas, et on n'a toujours pas suffisamment d'images avec défaut pour que notre algorithme apprenne bien. Avec BMW, on travaille sur une problématique qui est liée à la voiture autonome pour apprendre, pour que la voiture autonome apprenne. Elle va travailler avec beaucoup de vidéos qui auront été filmées, des vidéos de voitures qui roulent sur des routes. Donc justement, encore une fois, pour lui apprendre avec plein de cas possibles et imaginables. Donc on filme et puis ensuite on donne ça à notre algorithme pour qu'il apprenne. Le seul souci quand on filme, c'est qu'on risque de filmer des personnes. Et pour le respect de la vie privée, il faudrait flouter ces personnes. Et en fait, ce qu'on a montré chez BMW, c'est qu'actuellement, toutes les techniques de flou pour la vie privée, c'est peine perdue parce qu'il existe, sur la gauche, vous voyez le nom des réseaux, là, SResNet, SRGAN, etc. Tous ces réseaux, vous leur donnez des images floutées ou bruitées ou tout ce que vous voulez. Derrière, eux, ils sont capables de reconstituer. Donc, pour l'instant, la conclusion, c'est qu'on peut toujours essayer de flouter, effectivement, c'est déjà ça, mais ça ne suffit clairement pas. Quelqu'un d'un petit peu malin et un petit peu mal intentionné pourra récupérer ces images et les déflouter, et récupérer, donc, en l'occurrence, les visages des personnes. Sur l'e-santé, on travaille en particulier sur le texte cette fois-ci. On s'éloigne un petit peu. On avait de l'e-santé tout à l'heure, mais là, l'e-santé au niveau texte, on travaille avec l'hôpital Nord-Franche-Comté, donc Belfort-Montbéliard, et puis l'hôpital de Besançon, sur l'analyse des dossiers patients et en particulier ce qu'ils appellent la classification SIM10. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Quand vous allez à l'hôpital, le médecin va remplir ce qu'on appelle un dossier patient, donc il va écrire plein de choses sur vous, sur le diagnostic, enfin voilà, il va écrire, c'est du texte, c'est du texte qu'il écrit soit sur son ordinateur, soit il le dicte, enfin voilà, c'est du texte. Et ce dossier patient, il contient une mine d'informations, et en particulier, les hôpitaux français, et d'ailleurs la plupart des hôpitaux internationaux, ont une obligation, c'est que chaque dossier patient doit être classifié suivant une classification bien précise, qui est la classification SIM10. C'est un travail titanesque. À l'hôpital de Belfort, par exemple, ils ont 12 personnes qui travaillent, je crois, à temps plein sur la classification des dossiers patients. La classification, c'est pour un dossier patient, vous allez donner un code un peu barbare, je ne sais pas, A0910C. Ça veut dire... je ne sais pas, appendicite. Et puis, en fait, pour chaque dossier patient, vous allez pouvoir avoir plusieurs codes de ce type-là. Et donc, ça, pour l'instant, ça se fait à la main.
Et donc, les travaux qu'on mène actuellement, donc c'est un domaine qui est très, très actif au niveau international, c'est de se dire, ben non, on va essayer justement là d'avoir une intelligence artificielle qui va, encore une fois, aider les codeurs pour leur faciliter la tâche parce que le travail est vraiment, vraiment titanesque. Alors, à quoi elle sert cette classification? Elle sert à plein de choses, pour des études scientifiques clairement, mais elle sert aussi pour les hôpitaux à recevoir les budgets qui vont avec. Donc, pour les hôpitaux français, les dossiers, les classifications SIM-10 sont envoyés, alors, je vais dire la Sécu, hein, mais je ne suis pas certain que ce soit la Sécu, exactement, ils sont envoyés à la Sécu, et puis ben, la Sécurité sociale va retourner en fonction des pathologies qui ont été traitées. Donc, évidemment, si vous faites plus de greffe du cœur que d'entorse de cheville, vous allez recevoir un budget plus conséquent. Et donc, les budgets sont liés à cette classification. Donc, c'est super important. Mais le problème qu'on a sur tout ce qui est médical, c'est l'anonymisation. Par exemple, avec l'hôpital Nord-Franche-Comté, faire cette classification SIM-10, ça nécessite de faire tourner des modèles, comme je vous l'ai dit, qui prennent beaucoup, beaucoup de temps de calcul. L'hôpital Nord-Franche-Comté n'a pas la puissance de calcul. Nous, au sein de Femto, on l'a avec ce qu'on appelle le mésocentre. Je crois qu'il y a une présentation dans le salon tout à l'heure du mésocentre. Donc, c'est un centre de calcul avec des ordinateurs ultra puissants. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'on sorte les dossiers patients de l'hôpital Nord-Franche-Comté et qu'on les fasse mouliner sur nos machines à nous. Clairement, et c'est normal, les hôpitaux disent non, 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 nous, on ne sort pas les dossiers patients comme ça. Il faut anonymiser avant les dossiers patients. Donc, supprimer les noms, supprimer les adresses, supprimer ce genre de choses. Et ça, c'est un problème qui n'est pas simple parce que si on supprime trop de choses, ben, on perd également de l'information. Voilà, donc on travaille également là-dessus. Et puis, dernier point, dernier projet de recherche, c'est avec les pompiers du Doubs, où là, on travaille. Alors, il y a eu quelques articles qui sont parus, c'est le professeur Cuyeux qui travaille beaucoup, beaucoup dessus, quelques articles qui sont parus dans Le Monde, dans les Échos, sur ces travaux. L'idée, c'est d'essayer d'aider à prévoir les interventions pour les pompiers du Doubs, en fonction de plein de critères. En particulier, récemment, on a intégré les bulletins Météo France, les bulletins de vigilance, qui sont du texte, qui disent bah, attention, à telle heure, il risque d'y avoir telle chose, tel niveau de précipitation, etc., etc. Et ça, c'est une information super importante pour les pompiers parce que voilà, ils vont pouvoir se dire bah, attention, là, s'il y a du verglas, on risque d'avoir des chutes, on risque d'avoir des problèmes de chaudière s'il y a du grand froid qui arrive. Et donc, on prépare notre matériel, on se prépare en fonction. Voilà, le dernier projet. Alors, les étapes d'un projet d'IA, c'est difficile. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de solution miracle hein, pour mettre en place un projet d'intelligence artificielle. Le principal problème, c'est d'avoir des données. Voilà. Si vous voulez mettre en place un projet d'intelligence artificielle et que vous n'avez pas de données, et j'insiste, on dit des données labellisées, c'est-à-dire des données... Voilà. Sur la classification de texte, c'était les phrases avec le fait que c'était une bonne ou une mauvaise critique. Si on n'a pas ce type de données, donc par exemple pour les soudures, c'était avoir des photos de soudure correctes et des photos de soudure incorrectes. Si on n'a pas ces données, c'est difficile d'aller au bout d'un projet d'intelligence artificielle. Alors oui, il y a de l'apprentissage non supervisé, mais les algos ne sont pas valables pour tout type de problème. Ça reste très compliqué. Voilà. Donc, les données, c'est la base. Ça explique aussi pourquoi les GAFA actuellement sont en première ligne. Puis on parle des GAFA, mais on a aussi les entreprises chinoises qui, elles également, sont en première ligne parce qu'ils ont un nombre de données très, très, très importantes. Et puis la puissance de calcul également qui va avec. Alors après, il y a plein de techniques pour obtenir des images, des données labellisées. Certaines techniques, c'est on embauche des gens qui vont prendre nos données puis qui vont les labelliser à la main. Ça coûte un peu d'argent, mais derrière, l'investissement en vaut peut-être la peine. Sur les architectures de réseaux de neurones, il est important de ne pas essayer de réinventer la roue dans un premier temps. On a tellement de réseaux existants. Une des difficultés, en fait, c'est choisir le bon réseau. Il y a tellement de réseaux existants spécifiques à telle ou telle chose. Donc, la difficulté, c'est de choisir le bon réseau. Donc, il faut une certaine culture de ce qui se fait
pour ensuite aller choisir le bon réseau. Mais la communauté est très dynamique. Beaucoup de réseaux sont gratuits, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser, comme ça, il n'y a pas de licence à s'acquitter. Voilà, la communauté ici joue un rôle très important. La puissance de calcul, évidemment, soit vous l'avez en interne, soit vous pouvez utiliser le cloud, mais voilà, le cloud d'Amazon, de Google, de Microsoft, bon, c'est payant, ça peut vite être cher, hein. Attention, quand vous avez des algorithmes qui mettent des semaines à s'entraîner, voilà, le budget peut être important. Et puis de la patience, parce que pour faire tourner tous ces algorithmes, en fait, il y a plein de petits paramètres à régler et à tester. Donc souvent, on essaye un jeu de paramètres, on regarde ce que ça dit, c'est pas terrible, allez, on change, et puis on réessaye, là c'est mieux, etc. Alors vous imaginez bien que si vous avez un calcul qui met à chaque fois 3 jours à s'exécuter, ça peut être pénible, mais bon, il faut de la patience. Si vous avez beaucoup de puissance de calcul, vous êtes tranquille. Alors, on peut conclure sur tout ce qui tourne autour des problèmes éthiques que pose l'IA. Je ne vais pas faire je vais pas me lancer dans même si c'est le jour, hein, je ne vais pas me lancer dans un débat philosophique sur l'éthique et l'intelligence artificielle. Quelques exemples, en fait, hein. Alors, on a les problèmes de biais d'apprentissage, vous en avez peut-être entendu déjà parler. Un exemple d'un projet de recrutement interne d'Amazon, l'IA a été entraînée essentiellement avec des profils d'hommes. Résultat des courses, donc elle était on va dire qu'elle était très au point. Ils n'ont pas tout donné les résultats, mais on va dire qu'elle était pas mal au point sur le recrutement d'hommes. Mais dès que vous lui donniez un CV de femme, et ben pour elle, comme elle n'avait pas appris avec beaucoup de femmes, eh bien, elle avait tendance à les discriminer. Donc, voilà. Maintenant, c'est des choses on a la même chose, hein, avec des biais raciaux sur les images, ce genre de choses. Bon, maintenant, c'est des choses qui sont plutôt connues et les data scientists essayent de faire attention à ce genre de choses, c'est-à-dire d'avoir des datasets qui sont représentatifs. Mais des fois, c'est que ça reste problématique. Donc, il faut faire très attention à ça. On a aussi le fait, voilà, les prévisions autoréalisatrices. Par exemple, pour les risques de crédit. Si vous estimez les risques de crédit avec une probabilité trop élevée, vous allez donner un accès au crédit à la personne, mais avec un taux élevé. Et qu'est-ce qui se passe? Vous renforcez le risque de défaut de paiement. Donc, effectivement, la personne, elle va faire du défaut de paiement, ce que vous aviez prévu, mais elle l'a fait aussi peut-être parce que vous lui avez donné un taux élevé. Alors, l'e-santé, les problématiques sont évidemment très nombreux. C'est assez frustrant, entre guillemets, hein. On a une masse de données disponible qui est énorme dans les hôpitaux. Ça doit permettre, et là la plupart des scientifiques, des médecins sont convaincus, ça doit permettre des avancées majeures dans de nombreux domaines en médecine. Mais bien sûr, attention à l'utilisation de ces données, par qui, dans quel but. Bien sûr, l'importance de l'anonymisation. On a vu récemment, hein, des fuites de données médicales. Voilà, bon. Ça reste très problématique. Donc, on a cet antagonisme entre cette masse de données super importante, super intéressante, parce que les progrès derrière doivent être importants, mais pas à n'importe quel prix et pas par n'importe qui. Alors, pour vous donner aussi un exemple, voilà, récemment, il doit y avoir 2 semaines, on a appris que Google, lui, venait de signer un accord avec plus de 180 hôpitaux américains pour avoir accès à leurs données. Voilà. Donc là, clairement, ils ont encore un avantage par rapport aux Européens, par exemple. Avec là, les données de 180 hôpitaux, ça paraît énorme. Ils n'avaient pas besoin forcément de ça pour être en avance, mais là, ça leur redonne encore une avance. Et après, on peut se poser la question de la dépendance, toujours par rapport au GAFA et à ce genre de choses. Et puis une problématique environnementale également, hein. Les modèles qu'on utilise sont de plus en plus gros, donc pour les entraîner, il y a de plus en plus de données également. Pour les entraîner, ça nécessite une puissance de calcul qui est de plus en plus grande. Donc ça veut dire faire tourner des ordinateurs, de plus en plus d'ordinateurs, avec de plus en plus de puissance, de plus en plus longtemps. Donc clairement, ça donne une dépense énergétique de plus en plus forte. Donc les solutions, elles existent, hein. Beaucoup de data centers des GAFA sont maintenant en zéro émission. Ils émettent zéro carbone.
Mais ça reste chez Google, chez Apple, voilà, ça reste chez les grosses structures. Et puis l'autre solution, c'est ce qu'on appelle le green computing ou le edge computing. Donc, essayer d'avoir une fois qu'on a conçu un modèle qui marche bien, mais qui est super gros, on va essayer de l'optimiser en minimisant la perte de performance le plus possible. Donc ça, c'est aussi des pistes de travail intéressantes, le green computing ou edge computing, à savoir faire tourner ces gros modèles sur des petites entités de calcul. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, alors je vais redonner. Merci beaucoup. Je vous redonne. Vous n'avez pas besoin, ce n'est pas nécessaire pour les questions. C'est bon? Ok. Oui, c'est tout bon. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à réactiver vos micros pour les poser directement. Dans le chat, on n'en a pas. Visiblement, vous avez été très, très clair. On dirait. François, François, tu n'as pas de questions? Ici, bonjour David. Salut François. Non, je peux te poser une question, mais bon, pour l'instant, je réfléchis un petit peu. Hein, d'ici une minute, je vais en avoir une. Alors, on a une question dans le chat. Est-ce que l'on peut imaginer qu'un jour, si ce n'est déjà fait, l'IA travailler sur l'IA, notamment sur les problèmes environnementaux et la miniaturisation des process? Oui, ça se fait. Ça se fait déjà dans pas mal de domaines, hein, sur l'aide à la conception de processeurs ou autre chose. Ouais, on utilise déjà pas mal d'intelligence artificielle. La consommation énergétique, dans la consommation énergétique des bâtiments, par exemple, les data centers en particulier sont gérés, leur consommation énergétique et la façon dont on va alimenter les différentes unités de calcul, tout se fait également avec pas mal d'IA derrière. Donc oui, ça c'est des choses qui sont bien utilisées actuellement. Oui. Tout à fait. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Est-ce que, merci de votre présentation. Secondo, est-ce que vous voyez des applications d'intelligence artificielle, ou du moins des briques, dans le côté machine-outil? On évoque beaucoup la robotique, qui est déjà un bon sujet, mais est-ce que dans les approches, usinage, machine-outil, etc., qui ont besoin d'une progression pour améliorer leur réglage. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est fait plutôt par l'homme, mais demain, ça pourrait être très bien fait par ce que vous décrivez. Et donc, est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, quelques travaux d'avant-garde là-dedans, dans ce domaine-là? Alors j'ai pas connaissance précisément de travaux sur les machines-outils, mais vu ce que vous me décrivez, effectivement, s'il s'agit d'optimiser les paramètres de réglage d'une machine en fonction de je ne sais quel autre paramètre, c'est des choses effectivement qui rentrent typiquement dans ce type d'apprentissage. Du moment qu'on est, encore une fois, à un moment donné, un jeu de données labellisé, c'est-à-dire avoir les réglages qui correspondent à quelque chose qui... Alors, je vous dis ça comme ça, hein, mais voilà, les bons réglages et puis les mauvais réglages dans des cas divers et variés, c'est typiquement ce que c'est faire, ce que savent faire actuellement les algorithmes d'intelligence artificielle. Mais par exemple, est-ce que ça permettrait de définir l'optimum avec les outils, tout l'environnement qu'on a?
par exemple. Alors, Parce que ce n'est pas la peine de chercher l'infini si on n'atteindra jamais. Alors, l'optimum, alors, ça va dépendre du problème, en fait. Mais l'optimum, c'est pas peut-être, mais on ne peut pas avoir de 100%, on peut pas dire à 100% que ça va trouver l'optimum. Mais ça peut dépendre du problème. Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Est-ce que ça sera des fois, on ne le connaît pas, l'optimum. Alors, je ne sais pas dans ces cas précis-là, hein, mais en général, on se compare vraiment, souvent, on se compare avec l'humain. Ce que je vous montrais tout à l'heure, voilà, l'humain, il est capable de faire ça, et nous, nos algos, ils sont capables de se comparer comment par rapport à l'humain. Est-ce que c'est l'optimum? Des fois, c'est compliqué. Mais c'est des pistes qui sont vraiment abordables. Mais encore une fois, à partir du moment, il faudrait regarder, il faudrait faire une étude pour savoir. À mon avis, ça doit déjà commencer, ça doit déjà exister, ce genre d'approche. Si on a des datas, il n'y a pas de raison qu'on a vraiment des modèles qui sont conçus pour faire ce genre de classification. D'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, on a plusieurs questions qui sont apparues dans le chat. Donc, pour accélérer l'apprentissage, est-ce que la forme du réseau peut avoir un impact ou seulement le nombre de processeurs joue? Alors, effectivement, les deux. Les deux peuvent jouer. Donc, clairement, la puissance de calcul va faire une différence notable. Et la forme du réseau peut donner aussi des résultats intéressants. Si je prends l'exemple du traitement du langage avec les modèles transformers dont je vous ai parlé, donc il y en a un qui est très connu qui s'appelle Google BERT. Donc sans le savoir, lorsque vous faites une recherche Google, vous utilisez BERT. Voilà, Google le déploie un petit peu partout chez eux. Donc BERT, c'est un modèle relativement costaud, avec beaucoup de paramètres, donc qui est lent à entraîner. Et ils ont sorti récemment un modèle plus light qui s'appelle Albert. Voilà. Alors, il y a beaucoup de jeux de mots sur BERT. Voilà, Albert, c'est un BERT plus léger, à peine moins performant. Il y a effectivement une petite baisse de performance, mais par rapport au gain obtenu en vitesse d'apprentissage, des fois on peut se poser la question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux utiliser BERT pour pouvoir ensuite mieux le régler et finalement obtenir des résultats tout à fait comparables. Merci. Alors, question suivante. Est-il envisageable d'avoir une fonction de hachage non réversible pour flouter les images? Alors, c'est pas moi qui travaille sur ce sujet-là, mais apparemment non. Mais voilà, je suis pas certain de ma réponse, mais apparemment non, puisque la conclusion qui a été tirée de l'étude chez BMW, c'est que pour flouter les images actuellement, on n'a pas de méthode, on n'a pas de méthode 100% sécure. D'accord. Alors, question suivante. Avez-vous des exemples d'utilisation ou de recherche en IA dans le domaine artistique, type spectacle vivant, art plastique, musique? Alors, il y a pas mal de choses qui se font. Petite question, le diaporama, il sera mis en ligne? Oui, il sera mis en ligne. Oui, j'essaierai de mettre des liens sur ce côté artistique. Il y a pas mal de choses qui se font. Donc, j'en ai parlé rapidement avec les GAN, les réseaux génératifs. Donc, quand je vous ai montré les personnes qui n'existaient pas là. Donc, oui, il y a pas mal de travaux qui se font là-dessus. Donc, la génération de tableaux en fonction de... Vous prenez une image, par exemple, et puis vous prenez un tableau connu, et puis lui, il va vous faire il va refaire cette image dans le style du tableau que vous lui avez donné en entrée. La génération de tableaux, de la génération de musique, il y a des partitions qui ont été générées par de l'IA. Donc oui, il y a aussi un domaine assez actif dans le domaine artistique. Mais c'est de la génération. Les infos que j'ai là-dessus sont de la génération de textes, d'images, de musique. D'accord. Alors, ensuite, merci pour votre présentation. Y aura-t-il toujours un humain derrière la gestion globale de l'IA? L'IA ne reproduira-t-elle pas finalement les comportements humains, comme la discrimination des femmes, citée en exemple? Alors, je ne sais pas répondre à la première question. J'arrive pas à me projeter
sur ça. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, on est loin d'avoir une intelligence artificielle autonome, sachant penser, consciente ou autre. On en est vraiment loin. Mais voilà. Mais pourquoi pas? Alors, est-ce qu'elle reproduira finalement le comportement des êtres humains? Ça a été le cas. Maintenant, il y a des activités de recherche qui sont assez puissantes sur ce problème de biais. Je pense qu'on avance pas mal. Il est clair que lorsqu'on fait du supervisé, tout va dépendre des données que vous allez lui donner. Et donc maintenant, on fait attention. On a des techniques pour essayer de détecter justement ces problèmes. C'est des activités de recherche très à la mode, entre guillemets, très performantes actuellement. On fait très attention à ce genre de choses. Alors, un petit bémol aussi ici sur le problème de l'éthique. Un truc qui pourrait un peu freiner actuellement les GAFA, c'est les contraintes qu'on peut leur imposer sur ces problèmes éthiques, vie privée et autres. Ça, effectivement, ça peut, et utilisation plus généralement des données. Attention, par contre, du côté chinois, hein, par exemple, ils ont énormément de données et pour l'instant, ils ne s'embarrassent pas du tout du côté éthique. Donc, voilà, on est aussi sur ce genre de choses. Alors maintenant, est-ce que ça ne reproduira pas finalement le comportement des humains? Sur les algorithmes qui sont non supervisés, on peut rentrer dans ce genre de choses. Les algorithmes non supervisés, on va les mettre dans un environnement et puis ils vont se débrouiller un petit peu tout seuls pour faire eux-mêmes leur propre dataset. Et là, oui, on peut se retrouver typiquement dans des biais humains qu'on ne saura pas détecter, sauf à l'utilisation derrière. On a toujours quand même cette barrière de « OK, il s'est mal entraîné, mais quand on l'utilise, on va faire attention, on va bien le tester avant, puis on va voir ce que ça donne. » Et donc, on a 2 dernières questions dans le chat. Donc, la première qui est quel nombre d'objets connectés faut-il pour fiabiliser une donnée physique, par exemple température, pression? Alors là, je ne comprends pas trop ta question, François. Oui. Je vais la dire différemment alors. Voilà. Si voilà, je déploie des objets connectés sur une zone relativement étendue et que je mesure par exemple une température ou une pression, ces 10 informations, elles remontent. Si les 10 sont identiques, je peux dire que c'est fiable. Mais si j'en ai 9 qui donnent la même valeur et puis une qui me donne une valeur très différente, je peux identifier qu'il y en a une qui est probablement défectueuse. Voilà. Puis après, évidemment, quand c'est des pourcentages moins nets que ce que je viens de te décrire, peut-être que c'est plus compliqué à identifier et qu'après, on a besoin de plus grandes quantités. Et puis, quand on mesure sur de grandes étendues, à un moment donné, les températures sont forcément différentes d'une zone à l'autre. Et donc, du coup, est-ce que les mesures, malgré que les mesures soient différentes, elles peuvent être fiables? Parce qu'il y a peut-être un endroit qui est à l'ombre et puis un endroit qui est au soleil, par exemple. Alors là, c'est dans quel cadre? C'est dans le cadre du projet de la DSB, là, ou c'est plus général? La DSB, c'est pour le coup d'après. Mais oui, tu peux réunir les deux questions ensemble parce que finalement, c'est à peu près ce que fait la DSB. C'est qu'elle mesure des données physiques et puis que, voilà, à un moment donné, est-ce que ces données physiques sont fiables? Effectivement, par exemple. Le seul bémol ici sur la DSB, en fait, c'est que ce qui est utilisé, donc on a les vraies données, ils ont des vraies données, et ensuite ils utilisent un simulateur d'attaque qui va donc générer des attaques au sein de ces données.
Voilà. Et c'est à partir de là qu'ils sont capables d'apprendre qu'à tel moment, on a eu une altitude qui n'est pas normale, et puis ce genre de choses. Pareil, sur ce projet-là, je ne travaille pas. Il ne travaille pas que sur l'altitude, hein. Il y a d'autres paramètres. Je ne peux pas exactement te dire lesquels. Ils analysent aussi la trajectoire parce que Oui, il y a la trajectoire. si l'avion il part à 90 degrés, ils ont la vitesse, ça va pas. ils ont l'altitude, ils ont la vitesse, Ok. ils ont ce genre de choses, c'est multiparamètres. Ok. À nouveau, merci beaucoup pour votre présentation, David, qui était très claire et ben, je vous en prie. Compréhensible. Et bon après-midi à tous. Merci à vous pour l'invitation. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. Salut David. Salut François. Si, hein.